Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Vous allez suivre ce matin une audition de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire. Les sénateurs ont auditionné les différents services d'urgence mobilisés pendant cette épidémie et parmi eux les sapeurs-pompiers qui dénoncent la gestion de crise opérée par les agences régionales de santé. Je vous laisse écouter cette audition. J'ai souhaité, mes chers collègues, cette parenthèse dans nos auditions, dans la crise des auditions, dans la série des auditions, que nous menons actuellement sur la gestion de la crise dans différents territoires à la suite de la diffusion dans la presse au cours du week-end des 4 et 5 juillet de citations d'un document de retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire émanant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ce document, dont nous avons eu communication de la synthèse sous une forme provisoire et dont nous vous demandons la version définitive, dresse un constat très sévère, considérant, je cite, que, et je cite, les événements ont été administrés plus que gérés par la santé, conduisant à privilégier le contrôle sur la prise d'initiative et de responsabilité des acteurs de terrain. Je ferme la parenthèse. Il évoque une, j'ouvre la parenthèse, crise de leadership et de communication. Je ferme la parenthèse, tout en soulignant plus loin que, on ouvre à nouveau la parenthèse, la coopération entre les sapeurs-pompiers et les acteurs de santé s'est organisée globalement de manière satisfaisante au niveau local. Il considère enfin que, trop souvent, la doctrine a semblé devoir s'adapter aux moyens. Cette synthèse comporte également 3 affirmations à mes yeux graves. Première observation, il y aurait eu dépression sur les territoires en tension pour abaisser le niveau de protection de leurs agents. Deuxième point, des requérants non Covid en situation d'urgence vitale n'ont jamais eu de réponse du 15 à leurs appels et sont morts dans l'indifférence générale. Troisième point, les évacuations par TGV seraient de pures opérations de communication. Sur ces 3 affirmations, nous attendons des données précises et des explications. Nous avons également donc demandé au docteur Dolvec de nous faire part de son expérience personnelle de cette crise et au docteur Prudhomme de nous exposer les remontées des médecins urgentistes au regard de la synthèse faite par les sapeurs-pompiers, mais pas uniquement. Ce qui est à dire, premièrement, c'est que le document qui a été exploité par la presse est un document de travail, donc il y a certains termes et certaines affirmations qui étaient à l'intérieur qui sont erronées, que nous avons souhaité corriger. C'est un groupe de travail qui se voulait faire des remontées de terrain et donc qui n'avait pas vocation à être distribué. Nous plaidons non coupables sur cette diffusion et par contre responsables, c'est clair. Je ferai remarquer à la commission d'enquête que bon nombre d'éléments du ministère de l'Intérieur durant la crise sont parus dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné et d'autres éléments. Et cela est assez perturbant d'avoir eu ce document de travail et savoir à qui cela pouvait bien nuire, et notamment probablement au DG, SCGC, au ministre de l'Intérieur et à la Fédération nationale, certainement. Et nous trouvons cela très regrettable. Vous dire aussi, Monsieur le Président et Messieurs les membres de la commission d'enquête, que lorsque les sapeurs-pompiers font remonter leurs éléments, ils les font de manière hiérarchique. Et c'est ce qui a été fait aussi pour cette synthèse qui est dorénavant finale et que vous avez eue ou que vous allez avoir. La hiérarchie, pour nous, c'est le directeur général de la sécurité civile, le ministre de l'Intérieur, et il n'avait pas vocation à blesser, et en tous les cas, c'était surtout à partager ce que nous avions ressenti, perçu, et ce que nous voulons mettre en exergue. Et lorsque l'on fait un retour d'expérience, comme on a l'habitude de le faire sur le terrain, sur chacune de nos opérations au quotidien, les gens ne sont pas en cause, ce sont les systèmes ou les modes opératoires qu'il faut regarder. Il y a des gens formidables, il y a des acteurs de sécurité, de santé, de sécurité et de protection civile qui sont des gens formidables et qui ont œuvré durant la crise en mettant toute leur énergie, en mettant le mouchoir sur beaucoup d'éléments, notamment le temps familial, le temps professionnel, pour faire en sorte qu'ils soient engagés dans cette crise et dans la résolution des problématiques. Par contre, effectivement, nous avons pointé un certain nombre d'éléments probablement factuels parfois et du domaine du ressenti aussi,
sur le fait que cette crise n'avait pas respecté les canons habituels de la gestion de crise. Et typiquement, on a le plan pandémie grippale de 2011 qui évoquait un certain nombre de principes qui sont dans la synthèse et qui n'ont pas été respectés. En cela, typiquement, une crise sanitaire, c'est une crise de protection civile, c'est une crise qui implique plusieurs ministères, qui est multisectorielle, et le fait d'avoir confié au ministère de la Santé, qui est un choix délibérément, le fait d'avoir confié à la santé le pilotage, notamment dans les premiers temps de cette crise, peut appeler questionnement, et c'est la raison pour laquelle nous le soulevons, et nous demandons pourquoi effectivement le plan de 2011 n'a pas été purement et simplement respecté, pour confier également la gestion avec tous les outils du ministère de l'Intérieur de cette crise au bénéfice et au profit du Premier ministre, en mettant finalement autour de la table l'ensemble des secteurs impactés et notamment des ministères. Nous pensons que cette crise aurait dû respecter 3 principes de la gestion de crise habituellement qui font la gestion de crise dans notre pays. Le premier élément, c'est le commandement unique, et on a relevé plusieurs directeurs, plusieurs décideurs de crise au cours des événements, avec plusieurs ministères parfois ayant des cellules de crise. Donc cela peut interpeller en termes de doctrine, de conduite des opérations. Il y a eu pour nous un élément perturbant, parce qu'au quotidien, depuis que je parle, vous avez des directeurs des opérations de secours, que sont nos maires, que sont nos préfets, que sont nos préfets de zone, qui, eux, n'ont pas eu la main sur la gestion de crise et qui, pour autant, sont les interlocuteurs privilégiés des différents acteurs des résolutions de problématiques au quotidien, nos élus locaux, nos forces de police, la santé, l'ensemble des acteurs et des associations agréées de sécurité civile, l'ensemble de la médecine et de l'offre de soins des territoires. Les maires et les préfets ont l'habitude de les avoir effectivement en interlocuteurs privilégiés. Et enfin, tous ces acteurs que je cite constituent la résilience du territoire, que ce soit une pandémie, la H1N1 que l'on avait connue, que ce soit des inondations, des feux d'espace naturels ou tout autre sinistre, typiquement comme Lubrizol. Ce sont les mêmes acteurs que je viens de citer qui répondent à chaque fois à l'unisson sous un seul commandement, sous une seule direction des opérations de secours. Vous disiez, Monsieur le Président, qu'on a eu l'impression effectivement que la crise avait été administrée plutôt que gérée, conduisant à privilégier effectivement des initiatives locales. Je voulais revenir sur cette thématique parce que on ne peut pas, de notre point de vue, gérer une crise comme on a l'habitude d'administrer un établissement public, comme on a l'habitude d'administrer une administration tout simplement, parce que la gestion de crise exige d'avoir des fondamentaux et de prendre des décisions dans l'urgence, ce que font les militaires, ce que savent faire les gendarmes, les policiers, ce que savent faire les sapeurs-pompiers, des collègues urgentistes aussi avec nous qui sont sur le terrain, mais pour autant, celles et ceux qui sont en administration centrale ou par ailleurs, c'est parfois beaucoup plus difficile pour eux parce que leurs paradigmes habituels ne sont pas ceux de la gestion de crise, et notamment, pour reprendre un terme qui a été exploité par le président de la République, notamment une crise qui s'est révélée être une guerre contre le Covid-19. Donc en temps de guerre, effectivement, les paradigmes sont totalement différents du temps habituel. Ce ressenti que nous avons et qui est traduit dans la synthèse finale, je souhaite le dire et l'affirmer, il est partagé par bon nombre d'acteurs de terrain, que ce soit de la médecine de ville, des infirmiers libéraux, les vétérinaires, d'autres acteurs de la sécurité. Finalement, ce sont plutôt les territoires qui ont eu ce sentiment-là parfois, avec des élus locaux aussi. Cela a été très hétérogène. Les difficultés ont été vécues très différemment selon aussi la capacité ou la personnalité des différents acteurs, des différents décideurs. Pour ce qui est de la sollicitation des sapeurs-pompiers, nous avons eu une participation qui n'était pas à la hauteur de ce que nous faisons au quotidien. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers sont, de notre point de vue, et cela peut paraître corporatiste, mais l'idée, ce n'est pas de faire du corporatisme, c'est surtout de mettre en exergue ce qui se passe au quotidien. Les sapeurs-pompiers sont les acteurs de la santé du territoire, avec d'autres acteurs très certainement, mais ce sont celles et ceux qui, avec 7000 casernes, avec 250 000 personnels, qu'ils soient militaires à Paris et Marseille, qu'ils soient
professionnels, qu'ils soient volontaires surtout, puisque 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires. Ils sont la réponse de la santé des territoires avec leurs ambulances, puisque aujourd'hui les soldats du feu sont devenus les soldats de la santé et ils effectuent plus de 4,16 millions d'interventions au bénéfice de la santé, au bénéfice du secours d'urgence aux personnes dans tous nos territoires. Et les sénateurs auxquels je m'adresse savent très bien ce à quoi ça correspond au quotidien. Pour autant, il y a eu un sentiment, une perception que c'était tout sauf les pompiers. Et heureusement que l'ensemble des relations qui font qu'au quotidien, les urgentistes, les hôpitaux, les sapeurs-pompiers travaillent ensemble, ce mot d'ordre qui était plutôt lancé visiblement au niveau national ou que nous avons perçu, n'a pas été entendu ou n'a pas été exécuté. C'est la raison pour laquelle il y a eu effectivement une réactivité, et vous le disiez, Monsieur le Président, des actions complémentaires qui ont permis de réagir avec pragmatisme et proximité. Ces actions complémentaires, ça a été l'action des sapeurs-pompiers au bénéfice, au profit de nos concitoyens, plus de 100 000 interventions effectuées. La plupart des transports héliportés, près de 50% d'entre eux ont été effectués par les hélicoptères de la sécurité civile. Et nous citons les sapeurs-pompiers, mais c'est tout le modèle de sécurité civile qui a réagi. Et tout cela en lien avec les collègues des hôpitaux. Cela a été le renforcement des centres d'appel. Cela a été le renforcement des tris à l'arrivée aux hôpitaux avec les passages Covid ou les passages non Covid. Cela a été également toutes les phases de tests qui ont été faites dans les EHPAD, dans les collèges, dans toutes les entités dans lesquelles il a fallu ensuite relancer l'activité économique de notre pays. Donc les sapeurs-pompiers ont pu, lorsqu'ils étaient sollicités par les ARS ou de propre initiative, lorsque les élus locaux ou les préfets les ont mis finalement au devant, faire en sorte que la résilience et l'accompagnement du Covid ou la lutte contre le Covid puissent se faire avec leur aide. Les sapeurs-pompiers ne réclament pas plus que cela en termes de reconnaissance. Ils disent seulement que, comme ils effectuent 84% de leur champ missionnel sur le secours d'urgence aux personnes, pourquoi, en temps de guerre, ne pas les avoir sollicités plus que cela et les avoir finalement mis de côté à un moment donné, alors que la force des sapeurs-pompiers, c'est l'engagement citoyen, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires, il y avait de la disponibilité, il y avait des gens avec des compétences du secours d'urgence au quotidien, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des gens capables de faire énormément de choses et tout cela n'a pas été naturellement sollicité par moment, de manière très hétérogène. La gestion locale de cette crise, elle doit sa réussite à quatre facteurs. Le premier élément, c'est ce lien que je disais et que j'évoquais entre les maires et les sapeurs-pompiers, ce lien inaltérable entre les territoires et les sapeurs-pompiers qui sont les territoires au quotidien. C'est également cette agilité, les sénateurs que vous êtes connaissent bien l'organisation de la sécurité civile, ce sont des SDIS, des établissements publics, qui ont montré leur robustesse, qui ont montré leur agilité, leur capacité de réponse opérationnelle. Donc on peut dire que la départementalisation est une vraie réussite au bout de 20 ans. Tout cela animé et dirigé par la Direction générale de la sécurité civile. Le troisième point, c'est ce que j'évoquais, c'est ce modèle hybride entre pompiers professionnels, pompiers volontaires. Et vous savez au Sénat qu'il est intéressant et important de rappeler l'utilité du volontariat et la défense, et nous y reviendrons certainement en conclusion. Le quatrième point, c'est ce lien inaltérable que personne ne pourra attaquer, que personne ne pourra remettre en question, même si d'aucuns veulent parler de guerre rouge-blanc. Il n'y a pas de guerre rouge-blanc et en tous les cas, les rouges ne souhaitent pas la guerre avec les blancs. Pour une seule et unique raison, c'est que nous travaillons régulièrement sur le terrain ensemble. En revanche, oui, il y a des systèmes à revisiter. Il y a des paradigmes de la fin des années 80 qui ont permis notre résistance, notre résilience, notre réponse au secours d'urgence aux personnes pendant 10 à 20 ans. Mais aujourd'hui, notre société a évolué et nous devons faire évoluer nos systèmes de réponse en matière de médecine d'urgence, en matière de traitement des appels, en matière de secours d'urgence tout simplement. Ce que je voulais évoquer aussi, c'est cette nécessité de refonte en profondeur du système de santé qui est fondé sur une territorialité particulière et
avec une nécessaire attribution claire au ministère de l'Intérieur de la gestion de crise. Il y a aussi une nouvelle ambition à posséder pour la protection civile. Nous, on appelle cela la sécurité civile, mais tous les pays européens appellent cela la protection civile. Premièrement, le système de santé. Vous avez évoqué les TGV. Ce que nous avons vu, ce que nous savons, c'est que vous aviez des colonnes de renfort de sapeurs-pompiers qui étaient prêtes, constituées, avec des ambulances, des médecins, l'arme au pied, tel que vous allez le voir tout au long de l'été, lorsque les camions descendront dans le sud de la France ou renforceront pour les feux d'espace naturels. Ces colonnes étaient prêtes, les personnels ont été renvoyés chez eux, et quelques temps après, nous avons entendu parler des TGV, avec de belles opérations de communication. Ces TGV ont été construits, bâtis. L'idée est intéressante, notamment lorsque les attentats de 2015 ont frappé notre pays pour évacuer des victimes d'attentats sur d'autres centres hospitaliers pour les recevoir et les techniquer. Mais pour autant, pourquoi ne pas avoir utilisé les ressources qui étaient en place, qui étaient mobilisées? C'est la question que nous posons. Pourquoi ne pas avoir mobilisé plus que cela les cliniques privées par ailleurs? C'est toutes ces questions que nous nous posons sur le terrain. Il n'y a pas de remise en cause particulière du schéma. En revanche, on se pose des questions et quand on voit énormément de communication autour d'un seul vecteur, ça amène encore plus de questionnements. Ensuite, nous avons évoqué tout le travail que nous avons fait dans les EHPAD. Oui, nous avons alerté, nous avons été alertés parce que nous avons perçu, vu dans les EHPAD au tout début. Vous dire que cela nous laissait hagards par moment, oui. On a fait remonter les situations et c'est la raison pour laquelle aussi la plupart des SDIS se sont mis à accompagner les phases de test dans les EHPAD pour permettre justement aux soignants, aux accompagnants, aux patients d'être pris en compte dans ces établissements pour nos anciens. Vous avez évoqué aussi, j'ai évoqué le sujet de la refondation du traitement de l'alerte. Aujourd'hui et durant la crise, on dit qu'il faut appeler le 15 tout le temps. C'est un principe. Je veux vous dire que si vous aviez dit, s'il avait été dit, il faut appeler le 18 tout le temps pendant la crise, le 18 aurait été saturé de la même manière que le 15. Nous ne disons pas que le 18 ou tout autre numéro aurait été meilleur en termes de réponse que le centre 15. En revanche, ce que nous évoquons et ce que nous réclamons, c'est un travail interservice au quotidien avec des plateformes départementales de réception des appels d'urgence pour permettre de traiter de l'accident cardiaque dans des temps qui permettent de sauver la plupart de nos concitoyens. Alors qu'aujourd'hui, nous mettons la grippe, le conseil médical, l'accident cardiaque, l'accident de la route dans les mêmes tuyaux. Nous souhaitons qu'il y ait un numéro d'appel d'urgence unique comme dans la plupart des pays européens, le 112, avec des centres départementaux d'appel d'urgence et permettre la construction d'un service d'accès aux soins avec un numéro dédié qui est déjà testé dans 3 régions, le 116-117. Faire de l'urgence d'un côté et du non-urgent et du conseil médical de l'autre. Oui, nous le souhaitons. Et pour cela, nous devons avoir des centres départementaux d'appel d'urgence dans lesquels l'ensemble des services de réponse à l'urgence doivent travailler ensemble. J'utiliserai une métaphore d'un président de conseil départemental qui utilise effectivement le syndrome de la machine à café. Lorsque les gens travaillent ensemble au quotidien, ils sont que meilleurs lorsque finalement ils ont une crise à gérer. Et enfin, pour terminer, nous demandons une vraie ambition de sécurité civile, de protection civile. Alors pour cela, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, soit on conforte le livre blanc de 2008 et les orientations qui étaient enviées sur la DGS-CGC et la refondation qui est la sienne depuis 2011. Mais il faut aller beaucoup plus loin que cela. La DGS-CGC, le budget de la sécurité civile, est un budget qui est le moindre dans la partie du ministère de l'Intérieur au niveau de l'État. La sécurité civile, c'est 5 milliards d'euros. La plupart de ce budget-là, ce sont les SDIS qui le confèrent. Et aujourd'hui, nous avons un sujet de renouvellement des machines, notamment des hélicoptères de sécurité civile. Nous avons un sujet des avions bombardiers d'eau, même si des investissements sont en cours et sont réalisés. Nous avons le sujet de l'accompagnement des territoires dans les investissements lourds. Il faut répondre à cet enjeu de pandémie.
il faut répondre à d'autres enjeux de sécurité et de protection civile. Donc, il y a un vrai sujet de prise en compte de la protection civile dans notre pays. La deuxième hypothèse, c'est se donner encore peut-être plus d'ambition que cela et faire comme d'autres pays européens ou tout autre, au travers le territoire et la planète. Certains pays ont pris l'orientation de faire en sorte que la protection civile soit positionnée soit auprès du Premier ministre, soit un véritable ministère dédié à la gestion des crises, des urgences et de la protection civile. Enfin, et pour conclure, je souhaitais évoquer le fait que cette réorganisation, elle doit s'appuyer sur 4 piliers essentiels. Le premier, je l'ai évoqué en introduction, c'est l'unicité de commandement. Je suis désolé, mais au quotidien, les forces de police, les forces militaires, les sapeurs-pompiers, nous avons un seul chef, nous y répondons et cela évite la cacophonie. Le deuxième sujet, c'est la résilience de la population. La Fédération nationale et bon nombre d'acteurs qui sont à vos côtés, que ce soit le collègue de Seine-et-Marne ou de la plaque parisienne, Christophe Prudhomme, nous savons que lorsque la population est résiliente, lorsqu'elle est préparée, lorsqu'elle est finalement formée aux gestes qui sauvent, lorsqu'elle est habituée à répondre à des situations d'urgence, elle nous accompagne, elle nous aide, elle nous protège en permettant justement une bonne alerte et une capacité aussi à adapter les bons gestes face à la situation de crise. Le troisième élément, c'est le développement du volontariat, le renforcement du volontariat. Il faut des sapeurs-pompiers professionnels, il faut des sapeurs-pompiers militaires dans les 2 unités, plus les formations militaires de la sécurité civile, que ce soit Paris, Marseille et la sécurité civile. Mais il faut des sapeurs-pompiers volontaires dans tous nos territoires. Il y a un plan qui est en cours de développement par le ministère de l'Intérieur. Il faut lui redonner un nouveau souffle. Il faut que la directive qui avait été engagée par le précédent ministre et que souhaitait également le Sénat sur l'engagement citoyen et civique soit portée au niveau européen. Nous avons besoin aujourd'hui, pour la réponse au quotidien et notamment de l'exceptionnel, d'avoir des citoyens engagés qui sont la résilience de nos territoires. Les sapeurs-pompiers sont les premiers maillons de cette résilience des territoires. Et enfin, pour terminer, je voulais revenir sur la consolidation de nos services de santé. Nos services de santé sont des gens professionnels ou volontaires qui sont dans les hôpitaux, qui viennent servir les SDIS, qui permettent le suivi médical de nos personnels, mais qui concourent à l'aide médicale d'urgence, qui permettent justement d'intervenir dans les situations gravissimes telles que les attentats, tels que les feux de forêt, tels que le Covid-19, mais aussi également permettre cette régulation médicale, accompagner et permettre au SAMU de toujours être plus efficace avec les sapeurs-pompiers. Et enfin, je clôturerai par un point qui nous tient à cœur, mais je sais qu'avec d'autres acteurs autour de la table, nous le partageons, c'est ce sujet que j'ai déjà évoqué en séparant, en faisant la dichotomie entre l'appel d'urgence et l'appel du non-urgent. Le jour où nous allons séparer en France ce que d'autres ont fait déjà depuis des décennies, nous arriverons à faire non seulement à répondre beaucoup mieux à nos concitoyens, et deuxièmement, à faire travailler nos services d'urgence tous ensemble. La volonté de la Fédération nationale et des sapeurs-pompiers de France de manière générale, c'est de travailler ensemble. Nous le savons toutes et tous. Et Monsieur le Président, il me semble que vous êtes d'un département du Sud. Lorsqu'il y a un feu de forêt dans votre département, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont à la lutte, mais il y a énormément de services qui agissent sous l'autorité d'une seule personne, le préfet, pour faire en sorte que la cause du sinistre soit résolue et faire en sorte que les conséquences soient le plus possible évitées. Merci, Monsieur le Président. Merci, colonel. Merci de me rappeler que dans ma ville, il y a eu un feu de 4 hectares il y a 2 jours. Docteur Prudhomme, je vous laisse la parole. Ce que décrit le colonel Allione est la résultante de l'absence de prise de décision et d'une situation qu'on connaît depuis très longtemps. Il est clair que quand 2 services publics qui ont vocation à travailler ensemble ne travaillent pas ensemble au quotidien, que leur collaboration repose plus sur les individus et sur les personnes que sur une doctrine et une stratégie nationale, eh bien, on arrive à la situation qu'on a connue. Il est clair que cette guerre entre les rouges et les blancs, c'est une réalité, ça a été une réalité, ça reste une réalité. Et dans une des plus grandes métropoles mondiales, qu'est Paris, la situation est catastrophique.
est catastrophique. Aucune interconnexion entre les deux systèmes informatiques. C'est-à-dire quand un appelant appelle soit le 18 ou le 15, l'adresse est enregistrée dans un système informatique et l'opérateur, que ce soit un opérateur pompier ou l'assistant de régulation médicale, prend son téléphone pour retransmettre par phonie l'adresse à son collègue pour qu'on puisse organiser la chaîne des secours. Quand on sait que chaque minute compte, vous comprenez bien que la perte de minutes essentielle sur un arrêt cardiaque fait que nous sommes un des pays où, indépendamment du fait que notre population pratique peu les gestes de secourisme, nous avons de très mauvais résultats sur la prise en charge des arrêts cardiaques. Donc voilà, quand en plus, de chaque côté, nous avons une pression importante en termes de moyens, que ce soit les pompiers avec les conseils départementaux qui ont des difficultés budgétaires ou l'hôpital, et si on a deux systèmes qui sont sous pression financière et qui n'ont pas les moyens et qu'en plus ils ne collaborent pas, eh bien on se retrouve dans une situation de crise qu'on a connue. C'est-à-dire que, je vais vous donner un petit peu ce qui s'est passé très rapidement. J'étais de garde quand la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce au journal de 20h que quand on a un doute sur une éventuelle infection, il faut appeler le 15. Une heure après, notre standard a explosé. Voilà, une catastrophe. C'est-à-dire qu'un responsable politique prend une décision sans s'assurer qu'elle puisse être mise en œuvre par son administration. Écoutez, et ce d'autant que du fait de l'impréparation, parce que voilà, on a passé notre temps à faire des projets sans les mettre en œuvre, mais on n'a pas eu le retour d'expérience des précédentes crises. Parce qu'à la suite de la grippe H1N1 et des attentats, il était prévu que nos standards puissent, avec simplement un bouton, augmenter leur capacité. Moi, je travaille dans le 93, un des départements qui a été le plus impacté. Nous avions 60 lignes. 60 lignes, vous comprenez bien que quand il y a une augmentation du nombre d'appels, eh bien on est saturé. Et ça a pris un temps certain avant qu'on puisse augmenter la capacité de notre autocom et pouvoir recevoir tous les appels. Et indépendamment de ça, vous savez que le mouvement des urgences, là je prends ma casquette de syndicaliste, le mouvement des urgences et dans les SAMU, réclame du personnel supplémentaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon autocom, mais s'il n'y a personne pour décrocher, deux mains et deux oreilles, eh bien on est en difficulté. Et nous avons pu effectuer une montée en charge que de manière très progressive, parce qu'il y avait à la fois les moyens techniques et puis les moyens humains à mettre en œuvre. Et donc, effectivement, pendant toute une période, des gens appelaient, que ce soit pour un renseignement, une inquiétude par rapport au coronavirus, mais ça pouvait être aussi un infarctus, un arrêt cardiaque, avec des délais de décroché de 30 minutes. Et des appels qui n'aboutissaient pas, parce que quand les lignes sont saturées, les appels n'aboutissent pas. Donc, le problème est là. C'est-à-dire que, déjà dans un premier temps, avant qu'on envisage de nouveaux numéros de téléphone, parce que vous savez, entre le moment où on prend une décision et le moment où on l'applique, en particulier dans notre pays, ça prend un certain temps. Aujourd'hui, les moyens informatiques nous permettent d'avoir une interconnexion, ce qui existe dans certains départements, où que le citoyen appelle le 15 ou le 18, c'est transparent. Parce que les gens se parlent, travaillent ensemble, il y a même des centres de régulation en commun, mais il n'y a pas besoin forcément d'être physiquement en commun. Mais le même système informatique, on sait où sont les moyens pompiers, on sait où sont les moyens des SAMU, et on les utilise au mieux. Et quand il y a besoin de ce qu'on appelle cette chaîne de survie, c'est-à-dire utiliser le maillage du territoire assuré par les pompiers qui sont des secouristes professionnels qui arrivent avec de l'oxygène, leur technique, un défibrillateur, et le SAMU qui a un maillage main dense et qui met 10 à 15 minutes de plus pour arriver dans certaines zones de notre territoire un peu plus longtemps. Donc, il y a une urgence aujourd'hui à travailler ensemble. Mais là, on a un problème de doctrine. Parce que la doctrine du ministère de la Santé et d'une partie des médecins qui sont à la tête des SAMU, est en contradiction totale avec ce que nous sommes un certain nombre à défendre. C'est-à-dire quel est le bon territoire pour qu'on travaille ensemble, sachant qu'il y a 3 interlocuteurs, la ville, l'hôpital et les pompiers. Eh bien, c'est le département et pas la région. Or, aujourd'hui, le ministère de la Santé ferme des SAMU départementaux avec l'aide des médecins pour concentrer des plateformes de régulation régionales. Vous comprenez bien que quand déjà, au niveau du département, on n'est pas en capacité de décrocher, si on fait encore plus grand,
ça dysfonctionne. Et donc, c'est de l'actualité. En octobre 2018, le SAMU de la Nièvre a fermé et le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, en plein Ségur de la Santé, se déplace à Auxerre pour annoncer que le plan de fermeture du SAMU reste d'actualité à objectif 2022-2023. Contre l'avis des élus locaux, contre l'avis des personnels, toutes catégories confondues, contre l'avis des pompiers départementaux. Donc il y a un problème. Et c'est un problème politique au sens noble du terme. C'est-à-dire comment peut-on vivre dans les territoires et quels sont les services publics dont on a besoin. Et sachant que chaque euro est compté, eh bien, il faut essayer de collaborer pour qu'il y ait des gains d'efficience. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui de crise grave. C'est-à-dire que l'hôpital continue à fonctionner de son côté et les services d'incendie et de secours, eh bien, avec leurs multiples missions, mais comme l'a dit le colonel Allione, les feux ne sont pas leur activité principale au quotidien, c'est bien le secours à personne. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui qu'il y ait une stratégie clairement énoncée, avec un maillage du territoire. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas sérieux qu'il y ait des hélicoptères sécurité civile et qu'on ait des hélicoptères blancs du SAMU qui soient sous-traités à des boîtes privées qui nous coûtent très cher et qu'on ait un maillage du territoire avec plein de trous dans la raquette. Voilà. Parce que c'est ça la réalité. Vous allez de l'autre côté du Rhin, vous avez un système héliporté. Vous savez, c'est simple, hein. On prend un compas, on trace un cercle autour du rayon d'action de l'hélicoptère, on regarde si tout le territoire est couvert. Là, aujourd'hui, entre la sécurité civile et le SAMU, on n'a jamais pu réaliser cette carte. On n'a pas de compas en France, ça doit être ça. Donc, nous, les personnels de terrain, nous travaillons au quotidien avec les pompiers et on demande, et nous sommes très heureux, enfin, en tout cas, moi, en tant que syndicaliste, je suis très heureux d'avoir été invité à cette commission d'enquête pour dire qu'on a beaucoup souffert dans cette crise. Et on demande des moyens, mais dans les moyens, il y a aussi de l'organisation. Et l'organisation pour nous aider à mieux travailler, plutôt que d'être dans des impasses qui, aujourd'hui, font que des gens baissent les bras en disant « je ne vais pas continuer à travailler dans ces conditions-là ». Vous voyez ? Et on a des gens qui partent de l'hôpital public aujourd'hui parce qu'ils sont très déçus de l'organisation, des moyens, des conditions de travail. Donc, il y a urgence aujourd'hui d'avoir un plan avec des mesures immédiates, à moyen et à long terme. Et si à long terme, ça sera peut-être le numéro unique 112, il y a davantage d'inconvénients, c'est à discuter. La question, c'est le citoyen quand il appelle pour une urgence. Alors, avec quand même un petit bémol par rapport à ce que disait le colonel Allione, le citoyen, quand il appelle, ne sait pas ce qu'est l'urgence. Pour lui, tout est urgent. Donc, ce tri et la régulation est importante. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a avantage, inconvénient à plusieurs numéros. Hein, la question, c'est il faut qu'on fasse le tri, il faut qu'on mutualise nos moyens. Les systèmes de téléphonie moderne et informatique permettent très rapidement de le faire, même si nous ne sommes pas physiquement au même endroit. Et surtout, ce qui est le plus important, et là, je vous demande, et vous êtes des sénateurs, vous représentez les territoires, il faut stopper ce qui est contenu dans la loi Ma Santé 2022, la régionalisation des SAMU et la concentration des moyens dans les métropoles et la désertification des territoires. Là, je reprends ma casquette de médecin et pas de syndicaliste. Quand un citoyen est à plus de 30 minutes d'un service d'urgence et de l'arrivée d'un véhicule du SAMU, eh bien, le principe constitutionnel, l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire, n'est pas rempli. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a une certaine défiance de la politique, les gilets jaunes, les mouvements sociaux, etc., parce qu'une partie de la population, et dans la population, il y a des personnels de santé qui travaillent dans ces hôpitaux de proximité, se sentent complètement abandonnés, et face à une politique de rouleau de compresseur qui les déçoit beaucoup et font qu'ils risquent de baisser les bras. Or, aujourd'hui, nous manquons de professionnels de santé, déjà pour faire fonctionner le système. Donc, gardons ceux qui sont en poste et donnons espoir aux jeunes que demain sera meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui. Merci bien. Monsieur Dolvec, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous présenter les choses telles que l'a vu un directeur de SAMU et un chef de service des urgences
qui a également la responsabilité d'être conseiller médical auprès du GRAD Île-de-France qui développe et déploie tous les systèmes d'information de santé régionaux. Et je suis également directeur médical de la première école d'ARM de la région Île-de-France auprès de l'assistance publique. Cette crise, bien évidemment, s'est organisée selon différents niveaux. Vécu de l'hôpital et d'une direction de SAMU, on l'a vite mise en place et on l'a vite comprise. Tout d'abord, il y avait l'ARS qui était en pilotage avec des réunions quotidiennes auprès des directeurs d'établissements auxquels étaient associés les présidents de CME. Donc il y avait une double compétence qui était présente. Pour les SAMU, nous avions une réunion journalière des 8 SAMU afin de nous coordonner et de permettre de mettre en place les moyens dont nous disposions et puis surtout de bénéficier de l'expérience de chacun. Puis bien évidemment, à la taille de chaque établissement, une cellule de crise a été mise en place. En tout cas, moi, en tant qu'opérateur local, cette organisation était une organisation qui était claire et qui nous a permis de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de solutions dont je vais vous parler par la suite. Sur les aspects de l'innovation et sur les organisations, bien évidemment, on a fait face à une crise qui est tout à fait inhabituelle, avec des volumes de prise en charge, que ce soit téléphonique ou de patients à l'hôpital, en réanimation, qui ont surpris tout le monde, on va le dire comme ça, qui ont surpris tout le monde. Le colonel Allione faisait remarquer que ce soit le standard du SAMU ou des pompiers, les volumes étaient tels que de toute façon, il fallait bien pouvoir s'adapter à un moment et que ce n'était pas une question de couleur de standard téléphonique qui était en jeu, mais bien évidemment, il fallait pouvoir avoir quelques éléments d'organisation et d'innovation technique qui ont été présents, puisque les réactions sur la capacité à mettre en œuvre pour pouvoir faire face, en tout cas pour la partie que je représente, qui est le SAMU, a été de quelques jours. En quelques jours, nous avons été en capacité d'absorber un volume d'appels qui, dans certains départements, était de plus fois 10, multiplié par 10 le nombre d'appels. Dans le mien, ça a été par 7. Et tant d'un point de vue technique, avec un upgrade des autocoms qui a été très conséquent, autant qu'une mobilisation des personnels qui a été très conséquente aussi. À titre d'exemple, au SAMU, il y a à peu près 90 personnes qui travaillent entre médecins, ARM et autres personnels. Nous avons eu recours à de l'aide extérieure qui est arrivée à plus de 250 personnes qui se sont mobilisées pour venir travailler dans le SAMU. 250 personnes. Ça veut dire qu'au lieu d'être à 15 en salle de régulation, nous étions entre 45 et 50. Et bien évidemment, nous avons intégré tous ces personnels-là en moins d'une semaine. Vous imaginez le défi et vous imaginez les prouesses organisationnelles qui ont été mises en place. Une solidarité, bien évidemment, très très importante. Donc on a parlé des moyens humains, on a parlé des moyens techniques, bien évidemment. Un petit mot sur les moyens techniques tout de même. Nous avons eu quand même la chance d'avoir un certain nombre d'outils qui nous ont permis d'avoir en temps réel la disponibilité des places de réanimation sur toute la région, et compte tenu de la tension qui existait sur la région, au moment le plus dur de la crise, il ne restait plus que 14 lits de réanimation sur la région. Donc les évacuations qui ont eu lieu vers la province ont quand même soulagé de plus de 250 lits, ça n'est pas rien, et il aurait fallu faire encore des efforts locaux pour pouvoir augmenter les capacités qui étaient déjà extrêmement fortes, puisque les capacités ont été augmentées de x4 à x5 en fonction des établissements. À titre d'exemple, l'hôpital de Melun, qui a 20 places de réanimation, a pris plus de 110 patients en charge et se retrouve en réanimation, je dis bien, et se retrouve à la 5e ou 6e place des établissements qui en ont le plus pris. Donc on voit bien quand même les éléments d'adaptation qui ont été mis en place. Toujours sur l'innovation et la vigilance, je ferai un petit point, je suis vraiment sur le terrain, je suis moins sur l'organisationnel que tout à l'heure, mais néanmoins, je pense que le miroir est important. Sur les EHPAD ont été un sujet de discussion majeur pendant toute cette crise. Beaucoup d'établissements, beaucoup d'acteurs de santé ont mis en place des organisations, je crois, très innovantes. Puisque au regard de la mortalité dans les EHPAD, en tout cas dans le 77, et particulièrement dans mon établissement, nous avons fait le diagnostic en allant dans les EHPAD que les patients
pouvaient décéder du Covid, bien évidemment, mais décédaient également de l'isolement et du confinement, et qu'il était très compliqué de lutter contre cette situation-là par des effets, bien évidemment, on le sait tous, que les EHPAD ont des effectifs qui sont un petit peu en difficulté, que y avait beaucoup de malades dans les EHPAD, dans le personnel et dans les médecins également, et que du coup on se retrouvait dans une forme, évidemment, entre guillemets, de déshérence. Les initiatives qui ont été prises ont été de constituer des groupes multidisciplinaires, gériatres, urgentistes, hygiénistes, infectiologues et secouristes qui se sont déplacés dans toutes ces EHPAD et qui brutalement ont fait baisser la mortalité en donnant des soins simples qui étaient des soins véritablement habituels pour des problématiques de pneumopathie ou de réhydratation liées au confinement, et on est revenu à des taux de mortalité qui étaient taux de mortalité équivalents à une période qui était normale. Nous avons, nous, une rupture, un jour donné, où on avait 47 morts une journée. À partir du moment où nous sommes intervenus, nous sommes revenus à 5 morts sur les 27 EHPAD dont nous occupions. Donc il y a vraiment eu des effets qui ont été très positifs. Je sais que chaque établissement a essayé de mettre en place à l'échelle de son département des phénomènes de ce type-là. Bien évidemment, chacun a pu le faire à la hauteur de ses moyens. Sur les relations avec les partenaires, c'est évidemment en temps de crise qu'on améliore les relations avec ses partenaires, ou en tout cas qu'on les met en œuvre en fonction de ce qui a été fait dans les années précédentes. Elles ont été bonnes avec les associatifs, globalement sur la région, pour ce que je peux en dire. En tout cas, dans mon département, on les a reconstruites. Elles étaient un peu inexistantes historiquement. Je ne reviendrai pas sur le passé, mais ça nous a permis de passer, j'allais dire, une étape qui était intéressante. Il y a eu une mobilisation des ambulances privées également qui était très intéressante. Et pour, je veux dire, rebondir sur ce qui a été dit sur les sapeurs-pompiers, les interactions d'abord sont réelles au quotidien. Moi, je suis dans un département, mais les 4 de la Grande Couronne et les 4 de la Petite Couronne sont en cours, mais les 4 de la Grande Couronne sont interfacés avec les sapeurs-pompiers. Et donc, sur les créations de dossiers, nous transférons des dossiers de façon informatique, de façon à pouvoir récupérer l'information. Et ceci fonctionne bien. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des officiers sapeurs-pompiers à ma demande qui sont venus en régulation du SAMU pour pouvoir faciliter le lien, c'est-à-dire que le lien informatique est une chose, le lien organisationnel et présentiel est une autre chose, mais les deux étaient possibles et je sais que je n'ai pas été le seul à le faire. Bien évidemment, les sapeurs-pompiers dans ces collaborations ont participé au tri à l'entrée des établissements et puis les relations sont polymorphes d'un département à l'autre, donc je ne ferai pas de généralité. En tout cas, il y a des situations où la collaboration a pu se faire. Il y a eu des situations, je crois, qui ont été plus difficiles. Mais ça n'est pas à moi de faire le détail de chaque département, bien évidemment. Je me doute. L'enjeu médical, notamment par rapport à la régulation, il est très fort. À quoi sert la régulation ? Il sert à pouvoir avoir une entrée partagée et une entrée commune pour tous les patients ayant une nécessité de soins, notamment non programmés. Donc il sert à faire un tri et il sert à essayer de faire rentrer au mieux le patient dans un parcours de soins. Ça, ce sont des métiers qui sont développés depuis 20 à 30 ans. Aujourd'hui, nous avons des écoles d'ARM, d'auxiliaires de régulation médicale, qui ont ouvert sur tout le territoire. Il y en a 11 en France, il y en a une à Paris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien évidemment, ce sont les premières secondes, ce sont les 30 premières secondes qui sont fondamentales pour pouvoir faire ce tri et essayer de bien faire rentrer les patients dans les bons parcours de prise en charge. C'est ce qui a été fait pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on a eu des armées de décrocheurs qui se sont mis en place, qui ont été formés et qui, dès l'appel avec encadrement, ont pu réadresser l'appel à des compétences qui n'étaient pas les mêmes entre les gens qui nécessitaient d'avoir une intervention pour un arrêt cardiaque, pour un accident, pour toute autre raison, bien évidemment, et pour le Covid. Donc, on a montré pendant cette période que cette idée du SAS tel il a déjà été décrit, en tout cas sa mise en œuvre a fonctionné et ça nous a permis d'absorber encore une fois les volumes d'appels qui étaient x4, x5, x6, x7, des appels qui se présentaient en régulation. Alors l'autre élément qui est intéressant dans cette organisation-là, c'est que le SAMU n'est qu'un hub
le téléphone n'est qu'un hub dans les services de santé. C'est-à-dire que nous, comment est-ce qu'on s'est organisé pour faire face à des choses qu'on connaissait mal? On a fait venir des infectiologues en régulation, on a fait venir des gériatres en régulation avec qui on faisait des points, avec qui on s'organisait. Donc on voit bien que la régulation, elle est multidisciplinaire et elle ne repose pas que sur les médecins urgentistes. Néanmoins, cette multidisciplinarité, elle se fait dans un contexte de santé qui doit être un contexte de santé partagé. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Alors l'autre élément quand même, c'est qu'en effet, il nous a fallu quelques jours pour passer d'un volume d'appels chez moi qui est de l'ordre de 1100 appels par jour à 7000 par jour. Il a fallu 4-5 jours, voilà, pour pouvoir y arriver. Néanmoins, l'organisation qu'on a mis en place nous a pas permis d'avoir un système dégradé permettant de répondre. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que nos taux d'appel, qui étaient des taux d'appel qui nous satisfaisaient pas tout à fait historiquement et sur lesquels on travaillait depuis de longues années, eh ben on est passé à des taux de décroché qui sont de 100%, à des taux de perte d'appel qui étaient de 0. Donc en fait, on s'est adapté de telle façon et avec les moyens et les renforts que l'on a, qui ont fait que l'on a pu tous avoir un service vis-à-vis de la population qui n'avait jamais été atteint. Alors vous imaginez bien que ma demande derrière ça, c'est qu'on puisse conserver des moyens qui nous permettent d'avoir cette efficacité-là et sans je veux dire de choses extraordinaires. Je pense que tous mes collègues des autres SAMU l'espèrent également. Bien évidemment, le renfort et les organisations à l'hôpital ont été absolument fondamentales et on voit bien aussi qu'il y a une nécessité de pouvoir avoir ces organisations et ces renforts et être en situation de pouvoir faire face aux volumétries dont je vous ai décrites. La conclusion, moi, que je pourrais peut-être donner des éléments que je vous donne, c'est qu'on a eu véritablement des échanges qui sont des échanges avec l'ensemble de nos partenaires dans une crise qui, quoi qu'on en dise, était une crise santé, même si ça concerne beaucoup de partenaires et de services différents. Évidemment, on n'est pas seul au monde et puis on ne voudra jamais l'être et le SAMU ne veut pas être au centre de la situation, bien sûr. Mais si cette expérience pouvait nous permettre de consolider en termes d'effectifs nos possibilités de pouvoir rendre le service que l'on a aujourd'hui, bien évidemment, nous tirions un grand bénéfice de la situation, d'autant que l'expérience nous a montré que finalement, j'allais dire les effectifs supplémentaires, c'est de l'ordre de 10, 15, 20% maximum. Et là, on a des services qui sont vraiment de très grande qualité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Je vais passer la parole aux rapporteurs, mais comme je suppose qu'ils vont aussi interroger et M. Vermeulen et le médecin-colonel Erxgen, je vais leur demander à tous les deux de prêter serment. Alors, M. Vermeulen d'abord, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je jure ». On ne vous a pas entendu. Je le jure. Médecin-colonel Patrick Erxgen, donc prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Et Patrick Erxgen. Merci pour la précision. Je vais donc passer la parole maintenant au rapporteur. Comme la Bourgogne a été mise en avant, je vais d'abord passer la parole à Madame Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Et merci à vous, messieurs, pour, du son. Pour vos témoignages. Je vais poser une question tout d'abord au docteur Prudhomme. Oui, par rapport à la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai bien suivi les épisodes avec l'ARS et je partage totalement ce que vous avez dit. De la même façon que je partage l'inégalité d'accès aux soins sur les territoires. Je suis élue du Jura et lorsqu'on nous ferme par exemple des maternités et que les femmes ont le droit de faire 2 heures de route, quand il n'y a pas de neige, pour rejoindre une maternité, c'est particulièrement compliqué. Donc les enfants ont le droit de naître au bord de la route. Donc effectivement, je souscris totalement à vos propos. Vous avez parlé de l'organisation qui n'est pas satisfaisante, de la saturation des standards, des appels, les mauvais résultats que ça avait produit, notamment en cas d'arrêt cardiaque. Vous avez dit, pendant toute une période, les gens appelaient et nous avions des délais de décrocher de 30 minutes. Pendant toute une période, est-ce que vous pouvez caractériser
toute cette période, le délai, et puis surtout ce qu'on a besoin de savoir dans cette commission d'enquête, c'est est-ce que vous avez idée du nombre de victimes que cette désorganisation a provoqué? Est-ce qu'on entend parler dans cette commission des pertes de chance et des dysfonctionnements, notamment par rapport aux prises en charge, mais est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que vous avez, vous, à votre connaissance, idée du nombre de victimes que cela a généré? Ensuite, j'aurais une question pour le colonel Allione. Vous avez dit que vous aviez eu la perception de tout, sauf les sapeurs-pompiers, que vous aviez pu avoir la perception d'être mis de côté. Comment ça s'est caractérisé? Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que vous imaginez qu'à un moment donné, il y a une directive qui fait qu'effectivement les sapeurs-pompiers étaient mis de côté? Voilà, merci. Allez-y, vous pouvez répondre. Oui, donc je vous ai parlé de l'intervention de Madame Buzyn le 24. Nous avons pu avoir les outils techniques, c'est-à-dire les autocoms. Nous avions renforcé le personnel, mais sans avoir de lignes supplémentaires, que le 13 mars. Donc du 24 janvier au 13 mars. Heureusement, après le 24 janvier, il y a eu un pic et puis ça s'est un petit peu tassé. Mais fin février et début mars, le nombre d'appels a très fortement augmenté. Et nous avons eu les deux autres barrettes dans l'autocommutateur le 24 mars. Donc, comme le disait mon collègue le docteur Delvecq, nous avons effectivement multiplié le personnel et nous avions effectivement des gens disponibles. Hein. On a utilisé les étudiants en médecine, nos collègues médecins qui avaient vu leur service fermé et qui n'avaient plus d'activité, en particulier des biologistes, des radiologues qui sont venus nous aider en régulation. Mais vous voyez qu'il y a un délai très long avant pour une raison très simple, à la suite je le répète, à la suite de la grippe H1N1 et des attentats, il avait été prévu que nous ayons ces barrettes d'autocom et qu'on puisse les activer en moins de 24 heures. Elles n'étaient pas installées. Donc il a fallu les installer et bon, quelle que soit la rapidité de mobilisation des techniciens, ça prend du temps. Hein. Il faut, y compris, nous avons aménagé les salles, il a fallu percer des trous dans les murs pour faire passer les câbles. Parce que c'est de la téléphonie informatisée. Hein. Donc le nombre de victimes, c'est comme pour l'épidémie de coronavirus. Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes du coronavirus. Nous avons une surmortalité globale. C'est comme pour la grippe traditionnelle. Ce qui est clair, c'est qu'on commence à avoir quelques éléments sur le fait qu'un certain nombre de personnes qui sont restées à domicile, qui avaient des formes peu graves, au téléphone, et donc on limitait les hospitalisations parce qu'on avait des problèmes de capacité d'accueil. Ces gens ont fait des complications qu'on appelle thromboemboliques et sont morts d'embolie pulmonaire. Voilà, donc ça nécessite de faire des études, voilà, on n'en est qu'au début, mais il est clair que la prise en charge des patients n'a pas été optimale, comme vous le dites vous-même, c'est une perte de chance. Pour l'instant, on ne peut pas chiffrer, mais dans le cadre de la surmortalité que l'on connaît aujourd'hui, il est clair qu'il faudra faire le tri et la part des choses. Bien sûr, nous nous sommes organisés, on a fait le maximum, mais il ne faut pas rosir les choses. Je pense que si on veut être préparé pour l'hiver prochain, il faut se dire les choses. Même si parfois il y a des maladresses, il peut y avoir des noms d'oiseaux qui volent. Comme je vous l'ai dit, ces problèmes existent depuis très longtemps et aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur, n'a eu le courage politique de mettre ce dossier sur la table pour qu'on puisse avancer. Et que les deux services publics les plus appréciés des Français, que sont les sapeurs-pompiers et les urgences et les SAMU, ne travaillent pas ensemble. Oui, il y a des endroits où on travaille ensemble, mais d'une manière générale, on n'a pas de doctrine clairement définie qui permette que sur l'ensemble du territoire national, les choses aillent bien. Ça ne peut pas reposer que sur des individus. J'insiste là-dessus. Et ça, c'est de la responsabilité du politique. Vous souhaitiez répondre? Non?
Pardon? Vous souhaitiez répondre aux questions de notre rapporteur? Bien sûr, Monsieur le Président. Non, il y avait un sujet de délai de prise en compte du son. Non, 2-3 éléments. Premièrement, j'entends le collègue chef du service du SAMU en Seine-et-Marne. Effectivement, tout a pu se faire, mais tout s'est fait, je dirais, au pied levé. Et excusez-moi le terme, parce que j'ai beaucoup de respect pour les artisans, mais il s'est plutôt fait de manière artisanale que préparé, anticipé, planifié. Et quand je connais la formation exigeante des ARM, qui sont des gens de grande valeur, qui répondent au quotidien à la détresse de nos concitoyens, c'est vrai que l'on est très étonné qu'en quelques minutes, on ait pu former d'autres collègues à faire de la régulation. Donc, il y a tous ces éléments qui ont été de la bonne volonté de toutes celles et ceux qui ont dû faire face à ce flux d'appels. Et on a, nous, un document chiffré, mais je suppose que le collègue chef du service du SAMU du 77 a des éléments chiffrés et documentés. Mais effectivement, on a des relevés de délai de réponse. Et quand on sait que pour la réponse à l'arrêt cardiaque, il faut que l'on soit dans les 30 secondes, ce n'est pas moi, je n'ai pas la capacité de dire cela. Ce sont des études de médecins et de professeurs qui ont prouvé que si l'on arrivait à répondre dans les 30 secondes à une demande de secours dans le cadre d'un arrêt cardiaque, on avait énormément de chances de sauver. Or, tous les délais que l'on a eus dans cette période-là étaient au-delà des 30 secondes. On a étayé, nous, dans notre synthèse. Et pour autant, dans d'autres pays, en Autriche, au Danemark, dès l'instant où on a séparé l'urgent du non-urgent, la crise du Covid n'a pas eu d'impact sur la prise d'appel. Donc, c'est un sujet certainement de personnel que je méconnais parce que je ne suis pas au plus profond des centres hospitaliers, notamment des centres de traitement de l'alerte des SAMU. Mais en tout état de cause, c'est un sujet aussi organisationnel. Maintenant, pour répondre très exactement à Madame la sénatrice du Jura et votre rapporteuse, nous sommes comme elle et nous connaissons très très bien le Jura puisque nous avons un membre éminent au sein de notre comité exécutif qui est dans votre département. Nous sommes contre la régionalisation des SAMU. Nous sommes contre l'organisation régionale de la réponse urgente. Pour une seule et unique raison, c'est que la proximité, la réactivité, c'est le succès et la sécurité de nos concitoyens. Ça, c'est le premier élément. Sur le deuxième sujet, pour répondre exactement à votre question, vous nous demandez si le tout sauf les pompiers a été un mot. C'est une perception, mais il y a 3 exemples. Je prendrai premièrement lorsque sur la plaque parisienne, il est arrivé des hélicoptères, typiquement, de l'armée, de la sécurité civile. Il y avait des ambulances préparées des sapeurs-pompiers de Paris. Et à un moment donné, on leur a refusé l'accès pour ces transferts-là. Ça a duré quelques jours. Ça s'est corrigé par la suite. On peut retrouver des images sur les réseaux sociaux. Certains s'en amusent d'ailleurs. Mais pour autant, il y a eu, oui, des moments où les ambulances rouges n'étaient pas autorisées à aller sur les tarmacs pour récupérer les patients, faire des transports interhospitaliers, alors que c'est ce que l'on nous demande régulièrement, même lorsque nous avons un traité de l'urgence et que les ambulanciers privés pourraient être justement activés sur ces interventions-là. Premier exemple. Deuxième exemple, à Besançon, un hélicoptère de la sécurité civile armé par un collègue médecin de sapeur-pompier a dû débarquer, le médecin sapeur-pompier a dû débarquer pour permettre justement à un collègue du SAMU de monter. L'ordre est arrivé de Paris. Troisième exemple, et je l'ai déjà cité, c'est les colonnes de VSAV qui avaient été préparées par la région Rhône-Alpes, la zone sud-est, qui ont été démontées pour laisser d'autres vecteurs faire du transfert de patients. Voilà, 3 exemples qui nous font avoir ce sentiment-là. Je n'ai pas la preuve, effectivement, qu'il y a eu un mot d'ordre. Et heureusement qu'il y a eu des gens intelligents qui ont permis justement d'outrepasser ce sentiment ou ce mot d'ordre s'il a eu lieu. Mais connaissant certains individus, on suspecte, oui, des mots d'ordre. C'est bon. Madame Deroche a la parole. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs questions. La première concernant les personnels qui ont été intégrés en régulation. Vous avez fait un peu référence au profil, mais si vous pouvez nous préciser comment vous êtes monté en charge, parce que c'était une question, je me souviens, que j'avais posée lorsque, tout début mars, on avait eu un débat et je m'étais interrogée sur le fait que
de tout orienter sur le 15, comment le 15 allait être préparé à répondre aux appels. Deuxième question sur la place de la ville. Hier, on entendait des médecins généralistes ou infirmiers ou pharmaciens d'Île-de-France et qui se sont plaints de ne pas avoir été intégrés au dispositif tôt, du fait peut-être aussi qu'il y avait ce déport sur le 15 au début, après il y a eu marche arrière, et puis aussi sûrement le fait qu'ils étaient sous-équipés et de fait une crainte peut-être aussi des patients ou des cabinets qui avaient été fermés. Quel est votre sentiment sur cette place de la ville? Concernant la rupture de soins, lors d'une audition précédente de la Commission des Affaires sociales, vous nous aviez dit avec votre collègue qui est entendu qu'il semblerait qu'il y aurait des chiffres en effet d'arrêt cardiaque importants sur la région parisienne, supérieurs du moins à la normale. Est-ce que ça a été... Est-ce que vous avez des statistiques sur ça par rapport à des ruptures de soins ou alors à des non-possibilités de joindre les services d'urgence? Et est-ce que vous sentez une reprise de l'activité en milieu hospitalier par rapport à votre regard que vous avez sur vos propres établissements, une reprise de l'activité qui permettrait justement de pallier ces difficultés liées à la rupture des soins? Lors de l'orientation des patients, comment vous faisiez? Est-ce que vous aviez une graduation dans l'orientation des patients et ça c'est très spécifique à l'Île-de-France par rapport aux établissements hospitaliers, à PHP ou autres, en fonction des capacités de ces établissements à recevoir les malades selon la gravité du cas? On sait que certains sont plus spécialisés, certains services plus spécialisés que d'autres, où on mettait tout le monde bien sûr dans les services puisqu'il y avait un besoin de place et qu'ils soient accueillis. Mais comment s'est fait cette orientation? Le directeur de l'ARS hier, ainsi que le directeur de la PHP, nous ont dit on avait en effet un plan disant que si vraiment il y avait une surcharge énorme, on aurait peut-être réduit les critères d'admission en réanimation. Ils nous ont dit que ça n'avait pas été fait parce qu'ils se sont jamais retrouvés à ce point de rupture. Est-ce que ça vous le confirmez? Et l'autre point, c'est en effet, les médecins de ville nous ont dit, je reviens un peu aux médecins de ville, parce qu'ils nous ont dit hier qu'ils avaient un standard dédié qui était réservé aux professionnels de ville, mais avec des temps d'attente qui avaient pu être considérables, parce qu'ils nous disaient parfois, nous-mêmes professionnels de ville, où on souhaitait appeler parce qu'on a un patient qu'on ne sentait pas bien et sur lequel on a besoin de conseil d'hospitalisation, ils avaient des temps qui parfois étaient de l'ordre de 40 ou 45 minutes. Et ma dernière question, elle est pour le colonel. Dans votre note, vous dites « Les préfets semblent avoir été relégués au second rang dans la gestion de la crise en raison d'une absence de dialogue avec les ARS. Et leur prise en main de la gestion de la crise n'a pas été homogène jusqu'au 2 avril, lorsqu'il a fallu préparer le déconfinement. » Alors, semble, c'est un peu comme quand on fait des textes de loi, il y a des termes qu'on n'utilise pas parce que ça doit être précis. Le préfet semble, c'est pas d'une grande précision. Est-ce que vous pouvez nous dire, bah oui, en effet, c'est ce qu'on a quand même entendu sur le terrain, ou lorsqu'on auditionnait dans toutes les auditions qu'on a fait avant celle de la commission d'enquête, lorsqu'on auditionnait différentes personnes ou professionnels, on nous disait bien, selon les départements, les liens entre ARS ou direction départementale et préfet, dans certains cas, ça marchait très bien, la coordination se faisait bien, et dans d'autres, c'était totalement séparé, ce qui a été préjudiciable à l'efficacité de la prise en charge. Donc, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis que ce semble et nous donner, oui, en disant ben voilà, il y a eu tel cas, il faut qu'on ait en effet une vision département par département, comment les choses se sont passées, si on veut remédier et pallier toutes les difficultés rencontrées. Merci, Président. Merci, Madame Desroches. Je vais d'abord passer la parole donc à Monsieur Prudhomme, puis Monsieur Dolvec. Et colonel, préparez votre réponse pour la dernière question. Monsieur Prudhomme. Non, oui, nous avons bricolé. On l'a fait avec ce qu'on avait. Nos jeunes étudiants se sont mobilisés. Ils ont beaucoup appris. Ils sont d'ailleurs très satisfaits. Enfin, c'est une expérience, mais bon, une expérience qui s'est faite aussi sur le dos des patients. On peut dire, enfin, voilà, quand on est inexpérimenté, on sait qu'on fait des erreurs. Et bon, malgré la formation, l'encadrement qu'on pouvait leur fournir,
on a mis en première ligne, brutalement, avec voilà, quelques heures de formation, des gens qui avaient toute leur bonne volonté, mais c'était difficile. Des jeunes et des moins jeunes. J'ai eu des collègues de la soixantaine, biologistes, qu'on a mis en régulation. Ils étaient un petit peu inquiets, puis ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de bon sens. Parce qu'en fait, on avait un tri des appels, grave, pas grave, ils prenaient les pas graves, et il y avait beaucoup de conseils. Donc, au bout de quelques appels, ils avaient repris confiance. La place de la ville, oui, c'est catastrophique. La centralisation par les ARS est une catastrophe, au niveau régional. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé la ville. Et on voit bien qu'aujourd'hui, y compris, c'est difficile. Là, dans mon département, on a un foyer à Saint-Ouen, c'est l'ARS qui veut tout organiser. J'étais de garde au SAMU au moment où il y avait le problème à Saint-Ouen, personne ne nous avait prévenu. On ne savait pas qu'il y avait un foyer à Saint-Ouen, en salle de régulation à Bobigny. Bon, donc, vous voyez, la circulation d'informations, quand c'est centralisé, c'est compliqué. Et puis surtout, aujourd'hui, alors qu'on a quand même un bruit de fond qui va persister, hein. Il n'y a pas de reprise de l'épidémie, mais il y a un bruit de fond avec des malades, et il y en a quelques-uns qui ont besoin de réanimation. C'est sur nos collègues de ville qu'il faut s'appuyer, pas sur un système administratif centralisé. Et qu'on leur donne les moyens de pouvoir faire les tests, les dépistages. C'est eux qui connaissent les familles et qui sont dans les quartiers. Voilà. Enfin, vous voyez, pour être un peu brutal, hein, moi je suis assez cash, dans les ARS, ils nous demandent de remplir un tableau Excel, quoi. Le problème, c'est que quand ils ont étudié le tableau Excel, on est déjà passé à un stade plus avancé de l'épidémie, et ce qui était vrai hier n'est plus vrai le lendemain. Voilà, donc voilà, ça nous a mis assez en colère. Gradation de l'orientation des patients, rupture, oui. Voilà, moi je dis clairement, si vous avez auditionné M. Rousseau et M. Hirsch, mon directeur général, nous avons été en rupture. Ils n'étaient pas sur le terrain. Voilà, on a retardé la prise en charge de patients. Tout retard à la prise en charge entraîne une surmortalité. Nous n'avons pas la capacité de mettre les patients immédiatement en réanimation. Donc on les amenait dans les services d'urgence, en attendant, voir comment ils évoluaient, alors qu'ils auraient été beaucoup mieux dans un lit de réanimation, mais on n'avait pas ces lits. Et puis ensuite, on nous a imposé de manière autoritaire une stratégie qui a été celle des TGV sanitaires. Les transferts de patients, oui, pour la région Grand Est, mais en Île-de-France, qui est une des plus grandes métropoles mondiales, où nous avions des locaux dans les hôpitaux vides, il nous paraissait quand même intéressant de discuter du choix de la stratégie. Est-ce qu'il faut faire ces TGV sanitaires ou est-ce qu'il ne faut pas transférer du personnel et du matériel dans des locaux qu'on peut aménager très rapidement? Merci à nos intervenants, mais je commencerai par l'intervention des pompiers, par les questions que le président Milon leur avait posées. Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que j'ai entendu le colonel tout à l'heure nous dire qu'il n'y a pas de guerre entre les rouges et les blancs, mais qu'est-ce que ce serait s'il y avait la guerre après les propos que je viens d'entendre? Je veux dire, ce serait, je ne sais pas quoi, l'apocalypse ou la fin du monde. Mais pour être sérieux, je le suis, ceci dit, complètement dans cette remarque, mais le président Milon vous a posé des questions précises sur des constats qu'il a lus dans votre pré-rapport. Et vous avez fait une réponse qu'on connaît parfaitement. C'est un document de travail, ça n'a pas été validé, etc., etc. Donc je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Mais moi, j'en voudrais une précise de réponse. Oui ou non, est-ce que les constats qu'a rappelé Alain Milon ont été faits par des membres de votre profession ou par des pompiers? Oui ou non? Après, Monsieur le Président, j'ai rapidement 5 questions à poser. Et je voudrais revenir, en fait, aux faits. Parce qu'avant de refaire une construction politique qui va jusqu'au ministère, je voudrais qu'on comprenne, et notre population a le droit d'avoir des réponses à des questions simples. La première de ces questions, c'est, elle s'adresse à vous trois et particulièrement au docteur Dolvec et Prudhomme, est-ce que vous avez été appelé pour des personnes âgées en EHPAD qui présentaient des symptômes de Covid nécessitant une hospitalisation et qui n'ont pas été hospitalisées? Et particulièrement pour François Dolvec, il nous a fait part de situations en EHPAD avec des chiffres assez terribles de mortalité qui ont été réduits après l'intervention du SAMU, si j'ai bien compris. Est-ce sur instruction que ces interventions ont eu lieu ou est-ce que c'est une initiative locale? Deuxième question, est-on mort, oui ou non, en France, en mars-avril, de défaut de soins à votre connaissance? Troisième question et quatrième question qui sont liées parce que lors d'auditions précédentes, il y a une question de savoir s'il y avait eu des pénuries de médicaments ou non.
Donc, avez-vous eu connaissance de cas de réduction de l'usage des médicaments en réanimation, par exemple, où on n'aurait pas utilisé des sédatifs en continu, mais seulement lors de la mobilisation des patients? Par ailleurs, concernant les matériels, y a-t-il eu, oui ou non, des effets de pénurie des pousse-seringues qui auraient conduit à mélanger différents produits dans les pousse-seringues? Et enfin, dernière question, est-ce que des personnes qui auraient été admises en réanimation hors période de cette pandémie ne l'ont pas été? Voilà, ce sont 5 questions qui nécessitent des réponses courtes et je vous remercie de la précision de vos réponses. Colonel, est-ce que vous pourrez répondre aux questions de M. Jomier qui étaient les miennes avant? On ne vous entend pas. Pardon, Monsieur le Président, j'avais omis d'allumer le micro. Je disais, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je ne me permettrai pas de répondre, compte tenu que je ne travaille pas en réanimation et que je n'administre pas de médicaments, donc je n'ai pas toutes les capacités pour répondre et je ne saurais pas y répondre. Ne vous inquiétez pas, celle-là, les docteurs Prudhomme et Dolvec répondront. D'accord. Sur le sujet du pré-rapport, très clairement, les sapeurs-pompiers de France et la Fédération, le rapport que vous avez entre les mains dorénavant est un rapport sur lequel nous avons vérifié toutes les remontées de terrain. Donc, ce qui est indiqué est exact. Ce qui est indiqué, c'est ce que nous percevons, c'est ce que nous savons et c'est ce que nous avons constaté. Donc, si demain matin, vous me demandez dans quel endroit il y a eu pression sur la diminution du niveau de sécurité des pompiers, dans quel endroit il y a eu ce taux de réponse aux appels, dans quel endroit il y a eu cette intervention. Tout à l'heure, j'ai cité 3 exemples. C'était factuel et c'était exactement ce que l'on sait. Maintenant, vous dire que dans le pré-rapport, il est indiqué typiquement qu'il aurait pu y avoir des morts si les délais de réponse, tout ça, on ne peut pas le mesurer. Vous voyez bien même que les collègues médecins ne peuvent pas le mesurer, ne peuvent pas vous le donner. Donc, ce n'est pas le petit sapeur-pompier que nous sommes qui va pouvoir vous les donner. Tout simplement avec beaucoup d'humilité. Vous savez, on a voulu faire ce retour d'expérience parce que nous avons vu, constaté qu'il y avait eu des manquements au respect de tout ce qui avait été programmé, écrit, et que tout ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour mieux justement répondre à nos concitoyens avait été complètement occulté dans cette phase de crise. Et lorsqu'on est en situation de guerre, et je vais répondre sur le sujet des EHPAD, lorsqu'on est en situation de guerre, c'est à peu près toutes les 7 secondes ce que nous vivons. Vous savez, quand un chef d'agré a un fourgon pompe-tonne, je ne souhaitais pas exploiter cette métaphore, mais je vais l'exploiter. Lorsqu'un chef d'agré a un fourgon pompe-tonne se retrouve face à une façade et qu'il y a le feu, il y a 2 appartements en feu. Vous avez un appartement où vous avez une personne de 30 ans avec son enfant dans les bras. Vous avez un seul vecteur aérien. Et de l'autre côté, vous avez une personne âgée. Où est-il marqué que je dois disposer l'échelle à un endroit? Qui dois-je sauver en premier? Donnez-moi la réponse. Mais c'est le travail de nos chefs d'agré au quotidien. Donc, lorsque vous posez la question sur les EHPAD, je pense que les professionnels de santé peuvent vous répondre aussi. Il y a certainement eu des choix. Nous étions en temps de guerre. Nous avons des officiers de sapeurs-pompiers, nous avons des sous-officiers de sapeurs-pompiers qui répondent au quotidien à des situations tactiques dramatiques. Par contre, la position de ces sapeurs-pompiers, elle n'est écrite dans aucun livre. Et devant le juge, régulièrement, nous répondons aussi de nos actes. C'est cela la situation de crise. C'est cela la situation de guerre. Voilà, Monsieur le Président. Oui, excusez-moi, colonel, je vais reprendre 2 secondes. Je vais reprendre les phrases que je vous ai citées tout à l'heure pour essayer d'avoir des réponses plus précises de votre part aux questions de M. Jomier. Je vous ai dit quand même que vous avez écrit qu'il y aurait eu des pressions sur les territoires en tension pour abaisser le niveau de protection de leurs agents. Vous avez aussi écrit, vous, enfin les sapeurs, pompiers, des requérants non Covid en situation d'urgence vitale n'ont jamais eu de réponse du 15 à leurs appels et sont morts dans l'indifférence générale. Et vous avez écrit aussi, les évacuations par TGV seraient de pures opérations de communication. Ça a été écrit, ça n'a pas été dit, c'est ce qui a été écrit dans un rapport. Est-ce que vous contestez ces écritures
ou est-ce que vous les assumez? Parce qu'après tout, les assumer, ça veut dire qu'après, ceux qui sont accusés dans ces trucs pourront se défendre. Mais pour l'instant, même la réponse que vous venez de faire à Bernard Jomier, personnellement, ne me satisfait pas. Monsieur le Président, je vous ai répondu de manière très claire pourtant. J'ai l'impression que soit mon propos, ou soit vous souhaitez que je les assume, ce qui ne sera pas le cas, compte tenu qu'ils ne sont pas dans la version finale. Le document de travail est un document qui a permis à 250 000 personnes de s'exprimer, notamment au travers de l'ensemble des commissions que nous possédons. Je ne peux pas assumer un travail qui était rédactionnellement perfectible. En revanche, le fait qu'il y ait eu pression dans les territoires, oui, ça s'est passé. Le fait qu'il y ait pu y avoir des morts, vous avez eu la question posée aux collègues médecins qui n'ont pas pu y répondre, je n'aurai pas l'outrecuidance d'y répondre aussi. Et le dernier sujet, c'est sur les opérations de communication, notamment sur les TGV. Je pense que je me suis exprimé de manière exhaustive et précise. Je pense, oui, qu'il y a eu certainement une volonté de communiquer sur ces opérations de transfert de malades, alors qu'il y avait certainement d'autres possibilités plus habituelles, plus régulières, mais moins glitter, comme on dit en communication, certainement. Merci. Monsieur Prudhomme. Oui, pour rebondir, effectivement, la première version du rapport était assez agressive. Donc, il y a des précisions qui ont été apportées. Concernant les évacuations par TGV, je partage complètement, et je me suis exprimé là-dessus au nom de mon organisation dans les médias, c'était une opération de communication. C'est mon travail au quotidien. Un malade ventilé avec des pousse-seringues, le transférer une première fois dans une ambulance, ensuite d'une ambulance dans un TGV. Vous avez pu voir que ces TGV n'étaient pas des TGV sanitaires, c'était du bricolage. Il aurait mieux fallu organiser des convois d'ambulances si effectivement la bonne stratégie avait été de poursuivre ces évacuations. J'ai clairement affirmé, avec le soutien d'un certain nombre d'élus locaux, dont la ville de Paris, qu'il y avait une autre possibilité, qui était de réarmer des locaux hospitaliers qui étaient existants. Et j'ai même signifié aux sénateurs qui m'ont interrogé il y a quelque temps avec mon collègue Gérald Kierzek que Martin Hirsch avait menti quand il avait dit qu'on ne pouvait pas utiliser les locaux de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu parce que les fluides n'étaient plus fonctionnels. Dans l'heure, j'ai demandé à des collègues ouvriers d'aller vérifier ces fluides étaient disponibles. Après qu'il y ait Pardon, controverse... mais ce n'était pas mes questions du tout. Attendez, vous avez déjà abordé ce point-là, il serait temps de répondre aux questions directement. D'accord, mais la question là-dessus, c'est que le transfert, le risque qu'il y a au retard d'une prise en charge dans un lit de réanimation, et il y a eu des retards, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, quand effectivement nous prenions en charge un patient et que nous étions en difficulté pour trouver un lit de réanimation, malgré le fait qu'une cellule a été mise en place, que le patient fasse un arrêt dans un service d'urgence en attendant la place en réanimation, ensuite que la place en réanimation est à 50 km, c'est prendre des risques pour ce patient. Voilà. Et donc, ça, on sait que statistiquement, et il y a des données françaises et internationales qui ont été publiées, dont une étude en France qui a été pilotée par le CHU de Poitiers, qui montre que tout retard à la prise en charge en réanimation d'un patient nécessitant ce type de technicité, c'est une surmortalité de 30%. Voilà. Donc, il faut être clair. On a travaillé en mode dégradé. On a fait ce qu'on a pu. En ce qui concerne les EHPAD, nous nous sommes adaptés au fil de l'eau. Mais initialement, il y avait peu de places en réanimation. Et donc, nous avions tendance à laisser un certain nombre de personnes dans les EHPAD. Il y avait le rapport bénéfice-risque avec de l'oxygène et en faisant des prescriptions, plutôt que de les transférer à l'hôpital, parce qu'on était en surcharge. Ensuite, comme l'a dit mon collègue, heureusement qu'un certain nombre de collègues de ville en particulier et des collègues hospitaliers se sont rendus dans les EHPAD et on n'a jamais eu une meilleure médicalisation que quand on a eu ces collègues qui ont été dans les EHPAD. Ça a été fantastique parce que là, effectivement, on avait des médecins qui examinaient les patients et qui faisaient
effectivement de la vraie médecine. Non, ce patient, il y a des directives anticipées, on le soulage, on le laisse en EHPAD, ce qui était le choix de la famille, du patient. Celui-là, il nécessite d'aller en réanimation, je le vois, donc on lui trouve une place en réanimation. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais dans un premier temps, nous avons freiné la prise en charge des patients en EHPAD parce que nous n'avions pas assez de lits de réanimation. Donc c'est un retard à la prise en charge qui est grévé d'une surmortalité sur les médicaments. Vous avez vous-même vu les directives qui nous étaient données nationalement, puisque nous avions sur des médicaments sédatifs, nous étions en difficulté, donc on a substitué certains médicaments par d'autres. Bon, ils sont moins maniables, mais ce n'est pas une dégradation catastrophique de la prise en charge. On a essayé de faire avec ce qu'on pouvait. Voilà, on a bricolé avec les moyens du bord, on était effectivement à la limite en termes de respirateurs. Sur les respirateurs, simplement pour vous dire que quand on ventile un patient avec un respirateur de secours, d'urgence ou qu'on a dans les véhicules du SAMU, ce n'est pas un respirateur de réanimation sur des poumons très dégradés. Et ce n'est pas l'idéal. Et juste une petite incise, c'est que les respirateurs, une autre opération médiatique qui ont été construits, sont des respirateurs que dans mon service, nous mettons aujourd'hui au rebut, comme matériel de secours, parce que ce sont des machines obsolètes. Voilà. Donc ça a été aussi une grosse opération médiatique en disant on va construire 10 000 respirateurs. Sauf que ce n'était pas des respirateurs pour équiper des lits de réanimation. Voilà, c'est les choses qu'on a dit. Quand on est dans le retour d'expérience, il peut y avoir controverse sur un certain nombre d'éléments. On ne peut ne pas être d'accord, mais de ne pas vouloir aller jusqu'au bout de la controverse pour trancher à un moment donné. Moi, je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais je suis pour qu'on mette sur la table l'ensemble des dysfonctionnements qui se sont produits pendant cette période. Parce que si on veut s'améliorer pour la suite, et vous savez, le problème des lits de réanimation, je termine là-dessus. Chaque hiver, Monsieur Jomier, chaque hiver, j'ai des soucis dans mon SAMU, en Île-de-France, pour trouver des places de réanimation pour les personnes âgées qui viennent des EHPAD. Chaque hiver. Ce n'est pas qu'au moment de la crise. Parce que j'ai des collègues réanimateurs qui me disent « Écoute, ta personne, elle a 85 ans, tu la mets aux urgences et puis on verra ». Alors que moi, en tant que médecin, je considère qu'au regard de son dossier et voilà, d'une analyse de la situation, il faut la mettre en réanimation. On verra ensuite quelle sera son évolution. Sauf qu'on n'a pas suffisamment de lits de réanimation chaque hiver, et donc, eh bien, on est obligé, effectivement, de mettre des patients en attente dans les services d'urgence, dans les services de médecine, et parfois, ils vont en réanimation 2-3 heures ou 24 heures après, et leur état s'est dégradé. Et ça s'appelle une perte de chance. Alors, les questions sont nombreuses. Je reprends deux éléments qui ont été dits auparavant. Dans l'exemple qui nous a été décrit entre une personne jeune et une personne âgée, il y a un élément de choix. J'avoue que je suis assez mal à l'aise par l'exemple qui a été donné. L'organisation qui a été mise en place et qui a été mise en place selon les connaissances médicales au moment où elles existaient. Et je crois que nous l'avons tous vu, ces connaissances médicales ont évolué au fur et à mesure du temps. Il est vrai qu'au début de la crise, on nous a expliqué à tous, franchement tous, d'accord, qu'au-delà d'un certain âge, la mortalité était de quasi 100% pour les patients qui dépassaient un certain âge quand ils avaient le Covid. Là, par contre, je ne ferai pas de commentaire sur cet aspect-là, si vous voulez, Monsieur le Président. Donc on l'a appliqué. Donc on l'a appliqué collectivement. C'est-à-dire que, bien évidemment, la réanimation, du fait de son mode de fonctionnement, en fonctionnement normal, quotidien, aujourd'hui, ce matin, cette nuit, demain, fait un tri des patients qui vont en réanimation. Et la connaissance de la maladie faisait que nous faisions collectivement, tous, avec l'immense bienveillance qu'on pouvait avoir, du tri d'accès en réanimation. Notre connaissance a changé. Et elle a changé brutalement. Parce qu'on s'est aperçu, en faisant par nous-mêmes, et par certains collègues de ville, en faisant par nous-mêmes les visites en EHPAD, quand même, quand vous avez une équipe d'urgentistes à qui vous expliquez cet après-midi, en fait,
tu vas arrêter de faire la médecine d'urgence et du SMUR et tu vas faire la visite en EHPAD parce qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, vous avez de la surprise en face de vous. Hein. Il faut accompagner les équipes sur ce genre de choses. Et le retour que vous avez est de dire, on est très étonné parce que en fait, ça se passe pas tout à fait comme on pensait que ça se passerait. Et donc on a adapté. Et puis le constat a été partagé. Le constat a fait qu'on a écrit des recommandations. Ces recommandations qui étaient au début locales sont devenues régionales puisque on les a transmises à l'ARS, on les a transmises à tous les partenaires. Et ça s'est fait selon un process qui est un process, j'allais dire, assez vertueux de prise en charge. Mais il n'y a jamais eu, à ma connaissance, d'accord, de décision de dire non. Non, là, c'est pas possible. On peut pas. Non. Quand on disait à un patient, on ne va pas l'emmener en réanimation, voire on va plutôt le laisser dans l'EHPAD et l'accompagner parce que là, il est vraiment pas bien, on le faisait dans la connaissance scientifique que nous avions à ce moment-là et ce qui était considéré collectivement comme étant la meilleure situation. D'accord ? J'insiste sur cette démarche-là parce qu'elle est vraiment importante et alors elle répond de façon un petit peu longue à la question. Alors évidemment, quand on a eu le changement, nos pratiques ont changé. Donc on a augmenté le nombre de patients qu'on a renvoyés aux urgences et probablement qu'on a acceptés en réanimation. Donc est-ce qu'il y a eu un décalage entre deux périodes ? La réponse est oui. Est-ce que ce décalage, il est dû parce qu'il y a un moment, on ne voulait pas le faire et tout d'un coup, on a voulu le faire? La réponse est non. C'est simplement qu'on avait des niveaux de connaissances qui n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est la première chose. Sur la pénurie de matériel, je crois que je vais être mauvais expert parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui, on a manqué globalement de respirateurs et ça n'a pas été simple d'en avoir. Oui, on a fabriqué du matériel où on a demandé à des fabricants à côté des hôpitaux qui avaient des imprimantes 3D de nous fabriquer des raccords, de nous fabriquer des choses comme ça et que ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Oui, ça s'est fait, bien sûr. Est-ce qu'on a utilisé toutes les drogues qu'on utilise au quotidien habituellement pour tous les patients? La réponse est non. Mais on a utilisé des drogues anesthésiques qui permettaient d'avoir des sédations qui étaient des sédations de qualité pour pouvoir passer ces moments-là. Est-ce que on était vraiment pas loin des limites qui sont acceptables? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Néanmoins, nous avions nos réserves opérationnelles de PSM qui étaient disponibles, qui avaient été rendues disponibles pour les réanimations et donc qui sont localisées dans quelques établissements de la région. Ça a été mis à la disposition des réanimations et des SAMU. Elles n'ont pas été touchées. D'accord ? Donc il y avait cette possibilité-là. Donc nous n'étions pas loin, mais ça n'empêche qu'elles n'ont pas été touchées. Après, un dernier point, deux derniers points, excusez-moi, sur le nombre de morts et l'arrêt cardiaque sont deux sujets différents. Hein. Je m'excuse de revenir dessus. Le fait qu'il y ait plus d'arrêt cardiaque est un sujet. Le fait qu'il y ait eu des morts par déficit de prise en charge est un autre sujet. Et je préfère le dire parce que ça n'est pas tout à fait la même discussion. Et puis, je me permets de terminer par ça. Je suis un petit peu désolé parce que je vis un quotidien qui est d'une autre nature. Je suis un petit peu choqué des points de vue exprimés vis-à-vis de certains de mes collègues où on personnalise des difficultés qui me semblent pas être à propos dans cette gestion de crise nationale. Donc, je l'évoque. Je suis quand même assez choqué de cette situation. Voilà pour cette audition des services d'urgence mobilisés pendant la crise sanitaire, une audition devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de cette crise du Covid-19. Et durant cette audition, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Grégory Allione, a dénoncé une gestion trop administrative de l'épidémie. Il a également critiqué le transfert des malades en TGV vers les régions les moins touchées par le coronavirus. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.